l'objectif de l'écrit du baccalauréat et de l'exercice de la dissertation, nous abordons cette fois l'objet d'étude de la littérature d'idées du XVIe siècle au XVIIIe siècle. Et comme d'habitude, dans le sujet, vous repérez celui des trois qui vous intéressent. Et cette fois, pour nous, il s'agit du sujet B, c'est-à-dire les fables de La Fontaine, des livres 7 à 11. Et selon le parcours imagination et pensée au XVIIe siècle. Voici ce sujet. On associe souvent les fables avec le monde de l'enfance. Cette idée correspond-elle à votre lecture des livres 7 à 11 des fables? Vous répondrez à cette question dans un développement organisé en vous appuyant sur l'œuvre de La Fontaine, sur les textes que vous avez étudiés dans le cadre du parcours associé et sur votre culture personnelle. Alors là encore, le sujet nous pousse à nous concentrer sur les fables elles-mêmes. Attention néanmoins de ne pas prendre des exemples en dehors des livres 7 à 11 des fables et de bien vous concentrer sur ces fables qui, je vous le rappelle, sont souvent appelées aussi les fables de la maturité chez La Fontaine. Et ça tombe bien puisque, effectivement, le thème qui apparaît dans la première phrase, c'est-à-dire la phrase de constat, que nous avons décrite comme phrase de constat, l'association des fables avec le monde de l'enfance, débouche sur une problématique qui apparaît sous la forme d'une question, et cette problématique, évidemment, elle pose le lien de ce monde de l'enfance avec des fables qui sont décrites comme étrangères à l'enfance, puisqu'elles sont des fables de la maturité. Vous voyez également que ce sujet est une question totale de type oui/non qui va nous conduire donc à faire un choix parmi ces deux réponses et à ordonner notre plan en fonction de notre choix personnel sur ces deux réponses. Alors moi personnellement, j'aurais tendance à dire que bien que nous soyons dans les fables de la maturité, eh bien, La Fontaine laisse une part d'enfance dans ces fables qui sont plutôt destinées aux adultes. Et dans un deuxième temps, eh bien, je soutiendrai l'idée que malgré tout, une grande quantité de fables va dans le sens de de la maturité qui exclurait cette fois-ci le monde de l'enfance, parce que, lorsqu'on est adulte, quelquefois, on aborde des sujets où on les aborde d'une façon suffisamment complexe pour ne plus les rendre compréhensibles aux enfants. Donc, voilà mon plan. Donc, j'affirme que dans un premier temps, on observe que dans les fables de la maturité, La Fontaine laisse une place pour le monde de l'enfance. Alors, dans les livres que nous étudions, il y a une fable qui s'appelle précisément Le pouvoir des fables. Donc, vous voyez que c'est une fable qui parle de fable, dans une sorte de mise en abîme. Et donc, lorsqu'il y a une mise en abîme, je vous l'ai expliqué à plusieurs reprises, eh bien, il y a la volonté de l'auteur de réfléchir sur son propre art. Et La Fontaine, dans cette fable, déclare ceci, alors une affirmation que j'ai simplifiée, le monde est vieux. Et j'ai coupé la citation. Cependant, il le faut amuser encore
Alors, hein, nous avons une orthographe OR parce que là, il y a une licence poétique hein, de la part de La Fontaine. Il le faut amuser encore comme un enfant. Et donc, vous voyez que La Fontaine lui-même, dans cette citation, affirme que malgré la maturité du monde, eh bien, il faut conserver une part d'enfance. Et cette part d'enfance, qu'on le déplore comme il semble le faire, ou que on se contente de le constater, eh bien, existe dans les fables de La Fontaine. Alors, 3 arguments qui vont dans ce sens. Premièrement, il reste attaché au monde de l'enfance dans des récits merveilleux marqués par un certain humour. Donc, bien sûr, je n'insiste pas sur le mot humour. En revanche, je reviens sur la notion de merveilleux. Le merveilleux, c'est lorsqu'il se produit des phénomènes surnaturels, mais que ces phénomènes surnaturels sont totalement acceptés par les enfants et qu'ils ne les perturbent pas, un petit peu comme dans les contes de fées, hein, où on voit apparaître un carrosse qui vient de la transformation d'un potiron, sans que cela gêne le moins du monde les enfants. Donc, des récits merveilleux et un certain humour qui nous mettent dans une atmosphère de l'enfance. Deuxième argument, il utilise fréquemment, une étude a été faite pour montrer que c'était à peu près dans la moitié des fables des livres 7 à 11, il utilise fréquemment donc des animaux allégoriques, personnages simples et attirants pour les enfants, mais porteurs de leçons. Donc je vous rappelle, hein, des personnages qui sont des personnages anthropomorphes, c'est-à-dire des personnages qui ressemblent, des animaux qui ressemblent par certains traits à des hommes, mais des traits extrêmement simplifiés, donc facilement compréhensibles pour les enfants, et d'autre part, comme ce sont des animaux, ce sont des êtres souvent attirants pour les enfants. Très souvent, vous avez remarqué que les pluches, hein, d'ailleurs, sont des animaux. Et pourtant, ces animaux simples et attirants sont aussi porteurs de leçons, soit de leçons positives, soit de leçons négatives, c'est-à-dire soit sont exemplaires ou en revanche sont porteurs d'actions dont il faut se méfier. Enfin, troisième argument, La Fontaine conserve souvent la complémentarité du récit et de la leçon morale explicite. Donc, effectivement, dans un grand nombre des fables des livres 7 à 11, l'alternance récit leçon morale est conservée, alors pas forcément dans cet ordre-là, mais déjà dans les livres précédents, on voyait qu'il jouait avec cet ordre, hein, quelquefois il mettait plutôt la leçon morale d'abord et ensuite le récit, ou inversement, ou quelquefois il plaçait la leçon morale au centre de la fable ou à plusieurs endroits de la fable, et on retrouve cette complémentarité dans un grand nombre de fables du livre 7 à 11, et donc cette complémentarité correspond à une structure qui est une structure simple, qui va bien avec l'esprit enfantin. Alors néanmoins, et c'est le deuxième axe, les fables de la maturité portent bien leur nom, c'est-à-dire qu'elles se destinent de façon privilégiée aux adultes. Et donc j'ai mis, dans mon deuxième axe, pourtant, les fables de la maturité s'écartent souvent du monde de l'enfance pour s'adresser à un public plus adulte. Et j'ai là encore placé 3 arguments que j'ai un petit peu détaillés. Certaines fables paraissent complexes dans leur déroulement et leur interprétation. Et donc cette complexité est difficilement abordable pour les enfants et plus facilement abordable pour un esprit mûr qui a de l'éducation. Et vous pensez bien qu'au XVIIe siècle, les fables étaient destinées à un public éduqué ou de l'expérience de la vie. Deuxième argument, certaines fables dépassent la morale simple pour prendre une dimension philosophique. Et effectivement, par ses fréquentations, eh bien, peu à peu, La Fontaine
a introduit dans ces fables une dimension philosophique au point même qu'il en vient à remettre en question une part de la philosophie de Descartes. Et enfin, dans un troisième axe, je dirais que dans plusieurs fables, La Fontaine dévoile ses propres ambiguïtés et les tourments d'un homme, vieillissant. Je vais corriger. Et les tourments d'un homme vieillissant, il s'écarte alors du classicisme qui affirme que le je est haïssable. C'est ce que je vous dis assez fréquemment lors des corrections de vos devoirs. Ne mettez pas de je, c'est un héritage de l'esthétique classique du XVIIe siècle, et La Fontaine, eh bien, lui se libère de ça pour se représenter lui-même à la première personne, et lorsqu'il se représente, eh bien, il présente un être qui, justement parce qu'il est mûr, voire qu'il s'avance de plus en plus dans la vieillesse, eh bien, est ambigu et tourmenté. Et donc, évidemment, ce regard sur l'homme vieillissant et sur lui-même, cette introspection, c'est-à-dire le fait de se regarder à l'intérieur de soi-même, évidemment, n'est pas au niveau du monde de l'enfance. Alors, vous avez remarqué que dans ce plan, cette fois, je ne vous ai pas donné d'exemple précis, et c'est justement ce que je vous suggère de faire, c'est-à-dire, lors de votre révision, de trouver dans les textes lus en classe ou ceux que vous avez préparés personnellement, des exemples qui viendraient éclairer chacun de ces arguments. Pour terminer,